Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts? C'est parti. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de reconversion professionnelle et plus précisément des points communs qu'il y a entre les reconversions qui réussissent et c'est pas toujours ce qu'on pense. Et c'est ce qui m'a bien sûr donné envie de faire cet épisode, c'est qu'on entend souvent que pour réussir sa reconversion, il faudrait une passion, un gros réseau professionnel, un plan d'action en béton, beaucoup d'argent de côté, beaucoup d'économies. Il faudrait avoir le courage de tout plaquer et de poser sa démission du jour au lendemain. Et moi, ça me fait toujours un petit peu sourire quand j'entends ça. Alors bien entendu, si vous avez un super réseau pro et énormément d'économies de côté, on va pas cracher dessus, c'est super, ça aide bien entendu, mais c'est pas du tout indispensable ni un élément ou des éléments clés pour réussir votre reconversion. Moi, ce que je vois en ayant accompagné des centaines de personnes dans leur transition professionnelle depuis 5 ans, c'est que la réalité, elle est vraiment différente et honnêtement, elle est beaucoup plus accessible que ce qu'on imagine. Donc aujourd'hui, je veux vous partager les 4 points communs que j'observe chez les personnes qui réussissent leur reconversion, qui ne sont pas forcément ceux que l'on pourrait croire et peut-être que, en tout cas je l'espère, ça va vous rassurer parce que vous allez voir que vous avez probablement tout ce qu'il faut pour envisager une reconversion et pour réussir votre reconversion. Alors le premier point que les reconversions réussies ont en commun, c'est pas une passion ou une vocation, mais c'est plutôt une curiosité persistante. Ça, le mythe de la passion, c'est vraiment un énorme mythe à déconstruire. Non, vous n'avez pas besoin d'avoir une passion pour un sujet en particulier pour vous lancer dans une reconversion et pour être heureux ou heureuse dans votre nouveau projet. Je pense que souvent on se dit que ce serait plus simple si on avait une passion pour la pâtisserie ou une vocation de vétérinaire ou d'enseignant depuis l'enfance qu'on aurait enfoui. Voilà, problème réglé, je vais devenir pâtissière ou je vais devenir véto ou je vais devenir prof et voilà, ça serait beaucoup plus simple. Sauf que déjà, une passion culinaire par exemple, qu'on pratique le week-end, signifie pas vouloir en faire son métier avec toutes les contraintes qui viennent avec. Ensuite, un truc qui nous faisait rêver quand on était enfant, correspond peut-être pas à nos attentes, à nos contraintes d'adultes et la réalité du métier est peut-être vachement différente que ce que l'on imaginait lorsqu'on était enfant. Et dans tous les cas, c'est pas parce que on travaille avec notre passion qu'on est forcément épanoui. Je pense à des gens qui se lancent à leur compte, je sais pas, dans la couture par exemple, et qui se rendent compte que, bah, en fait, devoir produire certaines quantités pour pouvoir avoir un chiffre d'affaires suffisant, ça les met dans un stress, ça leur demande beaucoup de travail et ça leur fait perdre le plaisir par exemple. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Bien sûr, on s'entend, je vous dis pas que votre passion ne devrait pas devenir votre métier. Il y a plein de gens qui font des métiers autour de leur passion et qui sont épanouis. Mais ce que je veux vous dire vraiment ici et qui est important, c'est vous n'avez pas besoin d'une passion pour vous épanouir dans un projet professionnel. La plupart des personnes que j'accompagne n'avaient pas de passion particulière. Pour beaucoup d'ailleurs, c'était plutôt des profils multipassionnés, avec plein de centres d'intérêt, mais rien qui ressort plus que les autres. L'impression justement de ne pas avoir une grande passion, mais plein de petits sujets, de la curiosité pour plein de choses différentes. Et la plupart n'ont pas eu de révélation soudaine pour un métier ou autre. Ce que je vois le plus souvent, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est une curiosité qui persiste. C'est un domaine qu'on explore en parallèle de son travail, qu'on explore sur notre temps libre, simplement par intérêt. C'est un sujet qui nous attire naturellement, sans qu'on sache vraiment pourquoi, mais voilà, c'est juste on est attiré par ça. C'est une compétence qu'on développe juste par plaisir, le week-end, sans pression. C'est pas une évidence, mais c'est quelque chose de, bah, comme je le disais, plus subtil. Et si je prends mon propre cas, par exemple, moi, je me suis jamais dit: «Ah ouais, le coaching, la psychologie, c'est ma passion et c'est ça que je veux faire». Il y a plein de trucs qui m'intéressaient, ça en faisait partie, mais j'avais souvent des phases où je m'enthousiasmais pour un sujet, puis je passais à autre chose et d'ailleurs, c'était même une de mes inquiétudes et on en reparlera un petit peu après. Mais en y regardant de plus près, c'est vrai que ce centre d'intérêt-là, cet intérêt-là sur la psychologie, le développement personnel, c'est quelque chose qui persistait beaucoup plus dans le temps que les autres.
Parce que vraiment j'ai toujours des périodes où je sais pas, me passionner pour, les pharaons ou, la géographie, ou je vais lire tous les bouquins d'Agatha Christie en, quelques semaines. Mais voilà, en fait, ça dure quelques semaines et ensuite, une fois que je suis arrivée à un certain niveau ma curiosité a été satisfaite, ça passe. Sauf que pour ce qui est de la psychologie, c'est quelque chose qui, persistait plus dans le temps. Je voyais bien que j'aimais comprendre pourquoi les gens fonctionnent comme ils fonctionnent, ce qui se passe dans leur tête, pourquoi ils réagissent d'une certaine manière dans telle ou telle situation. Je voyais que quand mes amis me parlaient de leurs problèmes, j'étais toujours, hyper curieuse de comprendre ce qui se jouait pour eux, je leur posais des questions, j'essayais de les aider à voir les choses sous un autre angle. Et même dans différents jobs, ce qui m'intéressait le plus, c'était souvent la dimension humaine. C'était comprendre, mes collègues, les dynamiques d'équipe, ce qui motivait les gens et cetera. Mais pour moi, c'était des choses normales, en fait. Il m'a vraiment fallu un certain travail d'introspection pour révéler ça. Moi, je voyais pas du tout ça comme une piste professionnelle. C'était juste moi, ma façon d'être, des choses qui m'intéressaient. Pour, pouvoir comprendre à quel point c'était plus que ça et voir un peu le fil rouge, ça a demandé un certain travail d'introspection. Et c'est vrai que j'avais une peur, qui est souvent la peur des personnes qui, comme moi, sont de la team multipassionnés, multi-centres d'intérêt, c'est: est-ce que, comme plein d'autres sujets, ça va pas juste finir par me passer et je vais pas finir par me lasser? Comme l'aquarelle que j'ai pas touchée depuis, 6 mois. Avec le recul, ce que je peux vous dire, c'est que quand un centre d'intérêt devient notre métier, c'est complètement différent. C'est-à-dire que quand un centre d'intérêt reste un loisir, on est surtout porté par la nouveauté, par le plaisir immédiat. Et quand cette phase de découverte, entre guillemets, se termine, l'enthousiasme, la motivation peut baisser naturellement. Par contre, quand on en fait un métier ou un projet professionnel, la motivation, elle ne repose plus seulement sur l'excitation du moment, mais aussi sur plein d'autres leviers. Le sens, la responsabilité, les objectifs à long terme, l'impact qu'on peut avoir et que ça peut avoir sur les autres. Donc ça crée un engagement qui est beaucoup plus stable, même quand la passion fluctue. Parce que oui, même quand on est passionné, il y a des jours où on n'a pas envie, on peut être un peu moins motivé, ça arrive à tout le monde, on est humain, mais on continue quand même parce qu'il y a une espèce de satisfaction qui est plus profonde, un sentiment d'utilité. En fait, on n'est plus dans la consommation un peu passive de cet intérêt-là, mais plus dans l'action. On est plus dans créer ou transmettre, où on a un impact et c'est beaucoup plus challengeant, ce qui fait que l'intérêt persiste. Si je prends mon cas, quand j'accompagne une cliente qui a du mal à s'affirmer au travail, je peux pas juste lui ressortir ce que j'ai lu dans un livre. Je dois vraiment comprendre son fonctionnement, son contexte, ce qui la bloque elle spécifiquement. Et ça me pousse à creuser, à me former en permanence, à développer de nouveaux outils, etc. Et puis, chaque personne est différente, chaque situation est unique. Et donc, voilà, c'est ce qui fait, en tout cas pour ma part, que je ne me lasse pas depuis 6 ans, ce qui me paraît fou. Puis, il y avait aussi beaucoup de feux qui étaient ouverts. Au-delà de l'intérêt, c'est un projet qui cochait énormément de critères. Et c'est ce qui fait aussi sa longévité, bien sûr, hein. Tout ça pour vous dire que si vous avez cette crainte de oui, moi aussi, je me lasse vite des choses, je vous rassure, c'est totalement normal. Mais parfois, transformer votre curiosité en métier, ça peut vraiment changer la donne. Et puis parfois, la passion peut venir après. Je pense à une personne, là, en l'occurrence, qui, à la base, s'est pas dit: «Waouh, je suis passionnée par la compta ou passionnée par les chiffres», mais qui s'est dit que ça pouvait lui correspondre et à force d'évoluer dans ce métier, de devenir experte, d'être la personne à qui on s'adresse, de développer ses connaissances et cetera, elle s'est vraiment prise dedans et finalement elle adore maintenant ce qu'elle fait. Bref, la passion peut donc venir après. Après, bien entendu, je ne vous dis pas de vous lancer dans le premier centre d'intérêt venu. C'est hyper important de valider que votre projet à la fois vous intéresse, mais répond aussi à vos besoins, à vos valeurs, à vos contraintes, que c'est viable financièrement, etc. On s'entend. Mais en tout cas, sachez que vous n'avez pas besoin d'avoir une passion dévorante pour trouver un métier qui saura vous épanouir sur le long terme. Donc essayez de repérer les signaux plus subtils, ces intérêts qui font pas forcément de bruit, mais qui persistent. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans le programme Oser, c'est que justement on reste pas en surface, on va vraiment creuser, chercher les liens, chercher les fils rouges, parce que souvent le fil rouge il se cache dans des choses qu'on voit pas forcément ou qu'on n'a peut-être pas encore prises au sérieux. Le deuxième point commun des reconversions réussies, c'est que ces personnes n'ont pas attendu d'avoir toutes les réponses avant de commencer. Et ça, c'est vraiment un des freins les plus puissants que je vois, c'est cette idée qu'on doit tout savoir avant de se lancer.
être sûr à 100 que ça va marcher, avoir la clarté totale sur ce qu'on veut faire, comment on va y arriver. Sauf que en réalité, ça fonctionne pas comme ça. Même avec toutes les recherches possibles et inimaginables, le plan le plus béton possible, il y aura toujours des zones de flou et c'est normal. Comment voulez-vous être 100 sûre et certaine d'un projet que vous n'avez jamais encore testé ou d'un métier que vous n'avez jamais exercé? Et pourtant, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye d'être 100 sûr, on veut avoir toutes les garanties, toutes les réponses avant de faire le moindre pas. Et le problème, c'est que du coup, on reste paralysé. On tourne en rond dans notre tête, on se pose plein de questions sans jamais passer à l'action. Et moi, ce que j'observe chez les personnes qui réussissent leur reconversion, c'est qu'elles acceptent cette petite part de flou. Elles acceptent de pas tout savoir. Et surtout, elles avancent quand même par petits pas. Et par petits pas, ça veut dire elles explorent. Et c'est en explorant qu'elles gagnent en clarté et pas avant. Elles testent, elles parlent à des gens qui font ce métier, elles vont faire une mini formation pour voir si ça leur plaît ou si ça les saoule déjà après 3 heures sur le sujet. Elles vont faire un stage ou une mission. Essayer par petites touches. Elles vont faire des choses qui permettent d'avoir des réponses. Et parfois, elles se rendent compte que finalement, cette piste ne leur convient pas. Et c'est OK, et tant mieux. Tant mieux de se rendre compte avant de s'être complètement lancé dedans. Voilà, elles ferment la porte sur ça et puis elles en ouvrent une autre et c'est pas grave. Parce qu'elles ont compris que la clarté, c'est pas un point de départ, c'est un effet secondaire de l'action. Plus vous agissez, plus vous testez, plus vous avancez et plus les choses deviennent claires. Mais tant que vous restez dans votre tête à essayer d'obtenir de la clarté, vous allez rester bloqué. Et c'est justement pour ça que dans le programme Oser, on part de vous, certes, avec une introspection approfondie, à partir de laquelle vous allez tirer des idées de projets qui vous correspondent avec le générateur d'idées, donc c'est un outil que j'ai créé. Mais ensuite, c'est pas en ayant ces idées de projets devant les yeux que vous allez pouvoir vous décider et y voir clair. Non, il va falloir, et c'est ce qu'on fait dans le programme, explorer ces pistes de manière méthodique, confronter vos idées à la réalité du terrain, les tester et pouvoir vraiment valider avec toutes ces infos-là que votre projet vous correspond, qu'il est faisable, qu'il est viable financièrement. Et à la fin, vous avez un projet ultra validé avec un plan d'action clair pour le concrétiser. Bien sûr, il reste toujours une part d'inconnu, c'est inévitable, mais vous aurez réduit au maximum les risques, les zones d'ombre. Et ensuite, c'est accepter qu'il y aura toujours une petite part d'inconnu, mais que vous avez tout sécurisé, que tous les feux sont au vert et que maintenant ça vaut le coup d'oser, tout simplement. Le troisième point commun des reconversions réussies, c'est que la transition se fait progressivement. Pas comme certaines histoires qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vous savez, les récits inspirants où quelqu'un démissionne du jour au lendemain, vend tout ce qu'il possède, se lance à fond dans son nouveau projet sans filet. Alors, bon, bien sûr, hein, c'est hyper motivant à lire, ça fait de belles stories sur Instagram, mais c'est très loin d'être la norme. Et surtout, c'est pas nécessaire de devoir tout quitter d'un coup pour réussir sa reconversion. Alors attention, si c'est ce que vous voulez et que vous pouvez, il n'y a aucun souci avec ça. Mais la réalité pour la majorité des gens, c'est que c'est pas possible. En tout cas, ce que je vois chez, les personnes que j'accompagne, c'est que, bah, la plupart, elles ont un crédit, elles ont des charges fixes, elles ont des enfants et elles peuvent pas se permettre de tout claquer du jour au lendemain et c'est pas grave puisqu'il n'y a pas besoin. Les changements qui fonctionnent sont souvent des transitions progressives, des petits pas qui, mis bout à bout, vous amènent vers votre nouvelle vie professionnelle. Concrètement, ça peut être tester votre projet en parallèle de votre job actuel. Ça peut être, faire, une formation ou des formations le soir ou le week-end. Utiliser, des jours de RTT pour avancer sur votre transition. Ça peut être, négocier un passage à 80 pour libérer un petit peu de temps, ou, si vous avez envie de travailler à votre compte, ça peut être, commencer des missions freelance ponctuelles, par exemple. Ou même ça peut être, participer à des événements professionnels, des salons, des conférences dans votre futur secteur pour créer du réseau. Demander même à faire un stage d'immersion, c'est tout à fait possible à l'âge adulte, de faire un stage d'immersion dans une entreprise du secteur qui vous intéresse. Bref, il y a plein de choses comme ça qui font avancer votre reconversion, pas aussi, de manière aussi spectaculaire que si vous, posez, votre lettre de démission lundi matin sur le bureau de votre boss, mais qui sont très efficaces parce que ça vous permet d'y aller par petits pas, de dépasser aussi toutes les peurs qu'il peut y avoir quand le changement est trop brutal, le cerveau n'aime pas ça. Vous allez par petits pas et vous construisez.
Par exemple, je pense à une de mes clientes qui travaille dans la communication, qui travaille dans une entreprise et qui voulait devenir coach professionnel en entreprise également, mais du coup à son compte. Elle n'a pas démissionné du jour au lendemain. Déjà, elle a commencé par économiser un peu pour financer la formation de coaching. Pour le reste, elle avait utilisé son CPF. Elle a suivi cette formation pendant plusieurs mois, le soir, les week-ends. Alors bien sûr, voilà, ça a ajouté une charge en plus de sa vie familiale, etc. Mais voilà, c'était que pendant plusieurs mois. Elle a commencé à accompagner quelques personnes gratuitement pour se faire la main dans le cadre de sa formation. Ensuite, elle a commencé à prendre ses premiers clients, mais ça a commencé à être intense. Donc après 6 mois, elle avait validé que de un, ça lui plaisait vraiment et de 2, que c'était viable. Elle avait pris le temps aussi pendant ce temps-là de, mettre en place tout ce qu'il y avait à mettre en place pour son entreprise, créer ses offres, son site, et cetera et cetera. Et donc, elle était prête et elle a négocié un 80 avec son employeur et encore 6 mois après, elle a demandé et obtenu une rupture conventionnelle et elle s'est lancée à temps plein. Donc si on cumule, ça lui a fait environ 2 ans. Alors vous allez me dire: «Mais c'est long 2 ans, moi j'en peux plus de mon travail, je veux pas attendre 2 ans» et cetera. C'était son cas aussi. Elle se disait aussi ça. Sauf que une fois son projet clarifié, déjà il y a énormément de pression qui est retombée. Parce qu'elle allait au travail en étant un petit peu plus détachée émotionnellement, en sachant que ça aurait une fin. Et ça, c'est quelque chose que je vois très souvent chez les personnes que j'accompagne qui n'en peuvent plus de leur job et qui, une fois qu'elles se lancent dans le programme, qu'elles commencent à y voir plus clair, qu'elles commencent à reprendre du temps pour elles, ça vient enlever le focus de tout ce qui va pas dans leur entreprise et ça le met plus sur elles et sur ce qu'elles veulent. Et finalement, je vois très souvent des personnes qui voulaient démissionner le plus rapidement possible et changer de travail le plus rapidement possible et qui finissent par rester un peu plus longtemps. Et là, c'était le cas de cette cliente-là. Elle savait qu'elle allait partir, ça l'impactait beaucoup moins, tout ce qui se passait au bureau. Et puis, en fait, elle était vraiment portée par son nouveau projet en parallèle. Et honnêtement aussi, elle voyait l'avantage, c'est la stabilité financière. Et finalement, ces 2 années-là, elles sont passées assez vite pour elle, en tout cas c'est ce qu'elle m'avait partagé et surtout ça lui a permis de construire son projet petit à petit, sans se mettre en danger financièrement, sans se mettre une pression de ce côté-là, sans prendre de risques et aujourd'hui elle est épanouie dans ce métier et elle regrette absolument pas d'avoir pris le temps de construire sa transition en douceur. Donc vous voyez, les reconversions, solides, c'est pas un grand saut dans le vide, c'est des ponts qu'on construit, patiemment, une pierre après l'autre et honnêtement, je trouve ça beaucoup plus rassurant. Parce que ça veut dire construire un plan d'action en fonction de votre situation. Si vous avez envie et que vous pouvez, faire un saut dans le vide, allez-y, il y a pas de souci si c'est ce que vous souhaitez et que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, il va juste falloir choisir un projet qui s'adapte à ça et il y en a plein, croyez-moi. Il y a parfois des personnes qui rentrent dans le programme OSER et qui me disent: «Oh, mais j'ai telle contrainte, telle contrainte, telle contrainte, ça va être très compliqué pour moi de trouver autre chose». Je leur dis: t'inquiète, vous pouvez tout à fait trouver un projet épanouissant qui répond à vos besoins et qui respecte vos contraintes aussi familiales, personnelles, financières et cetera». Mais pour ça, il faut, se mettre un peu le nez dedans et vraiment chercher parce que si on se dit que c'est pas possible, on cherche même pas. On cherche même pas, on essaye même pas et forcément on ne trouve pas. Mais sachez que c'est possible et ensuite si effectivement vous avez certaines contraintes c'est pas grave, il faudra juste adapter le plan d'action et peut-être, voilà répartir, économiser pendant un petit temps, faire une transition plus douce, mais en tout cas, c'est tout à fait possible et moi je trouve que c'est vraiment même la meilleure approche. Donc si vous vous dites: «Je peux pas me permettre de tout plaquer, j'ai des responsabilités, j'ai des factures à payer», je vous rassure, vous n'avez pas besoin de le faire. Le quatrième et dernier point commun des reconversions réussies, c'est que ces personnes ont osé demander de l'aide. Elles n'avaient pas forcément un super réseau professionnel et ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent aussi. Je connais personne dans ce milieu, ça va être compliqué sans réseau. Et il y a cette croyance que sans contact, sans réseau professionnel déjà établi dans le domaine qui vous intéresse, vous n'avez aucune chance de réussir votre reconversion parce que comment vous allez faire quand vous allez redémarrer de zéro. Alors, bien sûr, encore une fois, avoir un réseau, c'est utile. Je vais pas vous dire le contraire, c'est vraiment top si vous avez un réseau, mais c'est encore une fois pas indispensable. Ce qui fait la différence et qui permet vraiment de réussir sa reconversion, c'est d'oser aller vers les autres. C'est oser demander de l'aide. C'est ça qui change tout. Parfois, une simple question posée à un inconnu ou une inconnue sur LinkedIn, un message privé envoyé à quelqu'un qui fait le métier qui vous intéresse,
un café pris avec quelqu'un que vous connaissez pas, mais qui pourrait vous éclairer, ça peut tout changer. Et vous seriez surpris, là vous allez peut-être me dire: «Mais pourquoi une personne que je ne connais pas irait boire un café avec moi?» Mais vous seriez surpris de voir à quel point les gens sont souvent ouverts et sympas et généreux quand on leur demande de l'aide, de manière, sincère et humble aussi. Franchement, j'ai vu tellement de portes s'ouvrir, d'opportunités se créer, simplement parce que la personne a osé partager son projet, demander du soutien. Alors, il y a bien sûr pas 100 de réussite, hein, surtout quand c'est des personnes que vous ne connaissez pas, mais il y a toujours des gens qui, des gens sympas quoi, qui ont envie de vous donner un peu de leur temps, mine de rien. Et donc effectivement, ça peut être des inconnus, mais parfois, on se rend juste pas compte qu'on a des gens qui peuvent nous aider dans nos connaissances. Parce que souvent, on pense à notre cercle proche et on voit pas qui pourrait, être en lien avec cette idée ou ce projet qu'on a. Mais en fait, mmh, parfois, ces personnes-là connaissent des personnes dont vous ne connaissez pas l'existence pour le moment. Et je pense à une des membres du programme OSER qui avait peur de parler de son projet autour d'elle. En fait, elle avait peur, ça rendait un petit peu les choses concrètes, donc ça lui faisait peur. Et puis elle se disait aussi: «De toute façon, enfin voilà, je vois personne autour de moi qui peut m'aider, je connais personne dans ce domaine, donc ça sert à rien». On en avait parlé pendant un des coachings de groupe et elle a travaillé sur cette peur et elle a décidé d'oser, voilà, d'en parler à son entourage élargi. Elle en a parlé à quelques collègues, à des amis, à des cousins et à sa grande surprise, je sais plus qui c'était exactement, mais c'était la cousine d'une collègue, enfin un truc un peu comme ça, travaillait dans ce domaine-là qui l'intéressait et elle a pu discuter avec elle, voilà, je crois que c'était une visio ou un truc comme ça. En tout cas, elle a pu avoir plein d'infos, comprendre la réalité du métier, avoir des conseils, hyper précieux et cette connexion-là, ça lui a ouvert pas mal de portes qu'elle imaginait même pas. Sans vous refaire, toute son histoire, mais elle avait ensuite été mise en contact avec d'autres personnes. Elle avait pu faire, un stage d'observation et à la fin, si je me souviens bien, elle avait même eu sa première mission freelance par ce réseau finalement qu'elle s'est créé progressivement. Donc si vous vous dites: «J'ai pas de réseau, je connais personne», je vous rassure, vous n'en avez pas besoin pour commencer. Ce dont vous avez besoin, c'est du courage pour, tendre la main, oser demander et bien sûr aussi le faire de la bonne manière parce que, souvent du coup on va solliciter des gens qu'on ne connaît pas. Donc on évite d'envoyer un message générique à 50 personnes sur LinkedIn et ça demande aussi, ouais, d'accepter d'être vulnérable, de dire, «Bah, ouais, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas tout» et vous verrez, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent et des personnes qui parfois peuvent apparaître sur notre chemin alors qu'on s'y attendait pas. Et si vous êtes, un peu timide, je sais que ça peut faire un peu peur, je peux vous assurer qu'après coup, c'est, souvent parmi les moments préférés, les plus marquants des parcours de reconversion, ça va être des rencontres. Donc si aujourd'hui vous vous dites: «Ah mais j'ose pas», osez parce que les rejets, vous les aurez vite oubliés. Si les personnes ne peuvent pas ou ne veulent pas, elles vous répondront pas ou elles vous le diront. Donc, n'ayez pas peur de déranger et pour les personnes que vous rencontrerez, ça peut, créer des tournants dans votre parcours et vraiment vous ouvrir plein de portes et je vous promets, promets, promets qu'après coup, vous serez super fiers et que ça vous aura aidé énormément. Donc osez. Voilà, on a fait le tour des 4 points communs des reconversions réussies. Pour récapituler, ce que les reconversions réussies ont en commun, c'est pas une passion dévorante, c'est souvent une curiosité qui persiste et à laquelle on donne de l'importance. C'est pas attendre d'avoir toutes les réponses, mais accepter d'avancer avec une part de flou, parce que la clarté ne vient pas avant l'action, elle vient en agissant, justement. C'est pas en changeant tout d'un coup, c'est plutôt avec une transition progressive et c'est pas en ayant forcément un réseau en or avant même de démarrer, mais plutôt le courage d'en parler et de demander de l'aide. Et moi, ce que j'espère, c'est que en écoutant cet épisode, vous vous rendez compte que vous avez probablement déjà tout ce qu'il faut pour réussir une reconversion et que vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir une révélation pour un métier ou des économies énormes ou un réseau professionnel ultra développé. Vous avez juste besoin de commencer doucement, par petits pas, et en acceptant que vous aurez aussi les réponses au fur et à mesure. Et si vous vous sentez prêt à trouver votre voie professionnelle, je vous accompagne pas à pas avec le programme OSER. Je l'ai mentionné plusieurs fois dans cet épisode, ce programme, c'est un peu mon bébé. C'est une méthode claire, étape par étape, pour transformer cette envie de changement
en un projet concret, en un projet validé et surtout un projet épanouissant. Je vous laisse directement le lien avec toutes les infos dans la barre de description de cet épisode ou vous pouvez tout simplement le retrouver sur stephbluelips.com/oser. Alors ça s'écrit stefbluelips.com/oser. OSER. Vous retrouverez toutes les infos sur les étapes du programme, sur le fonctionnement, sur l'accompagnement, parce que vous n'êtes pas seul dans cette aventure bien sûr. Et vous pourrez aussi rejoindre l'aventure directement via cette page-là. Et puis de mon côté, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao!